C'est une maladie qui touche plus de 2 millions de Françaises. C'est une maladie qu'on met en moyenne 7 ans à diagnostiquer. Cette maladie, elle a un nom. C'est l'endométriose. Merci Monsieur le Président de nous proposer de nous faire dépister pour cette maladie qui touche 10% des femmes et qui souffre toujours de 7 ans de retard de diagnostic en 2022. On aimerait bien se faire dépister, mais on peut pas. On peut pas parce qu'il y a encore trop de gynécologues qui minimisent, qui dédramatisent les symptômes. Alors, moi-même qui suis pas spécialement touchée par l'endométriose, celles qui me suivent déjà depuis un moment le savent, j'ai énormément souffert de douleurs menstruelles qui auraient pu s'apparenter à de l'endométriose. C'était des douleurs où j'avais des petits malaises, où j'allais vomir, voilà, des trucs quand même pas très sympas. Et ma gynéco, qui est pourtant très bien, vraiment c'est une perle, à l'époque m'a refusé le diagnostic de l'endométriose. Alors peut-être qu'elle a eu du flair, parce que a priori c'était sans doute pas ça. Peut-être qu'elle a eu du flair, mais en tout cas elle a refusé de me le faire en prétextant tout un tas de raisons comme non, c'est juste de la congestion pelvienne, mais non, on va essayer un peu d'homéopathie. Alors, ok, aujourd'hui ça va mieux, mais je me dis que pour toutes les femmes qui ont vraiment de l'endométriose, qui tombent sur des gynécologues qui dédramatisent, qui veulent juste mettre la pilule alors qu'on sait très bien que la pilule ne soigne pas l'endométriose, et tout ça sans dépistage, Faites-vous diagnostiquer. Nous allons vous accompagner et nous lançons aujourd'hui cette stratégie pour lutter contre l'endométriose. Bref, aujourd'hui je te parle d'endométriose et plus spécifiquement de la question de la fertilité en cas d'endométriose. C'est une question qui revient assez souvent quand je discute avec des jeunes femmes, qu'elles aient un projet de grossesse imminent ou non, c'est est-ce que cette endométriose va me rendre infertile? Jusqu'où va-t-elle progresser? Et ça malheureusement, on peut pas forcément le prédire, mais en tout cas il y a un certain nombre de choses à faire à l'instant T pour savoir si l'endométriose vous a rendu infertile ou si elle est en train de vous rendre infertile. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et ensuite on verra également que faire pour soutenir sa fertilité. Alors déjà, pour récapépéter ce que c'est l'endométriose. L'endomètre, c'est normalement ce qui tapisse l'intérieur de l'utérus pour recevoir un éventuel embryon cycle après cycle. C'est ce qu'on perd pendant les menstruations, c'est ça qui forme les règles. Dans le cas de l'endométriose, qui est une pathologie à la fois hormonale et inflammatoire, et même une pathologie qu'on comprend pas encore tout à fait très bien, cet endomètre, il ne s'arrête pas dans l'utérus. Il va aller se développer à d'autres endroits, et c'est ça qui est problématique, puisque là où ça va se développer, ça va aussi saigner pendant la période menstruelle, par exemple. Ce sont aussi des cellules qui vont être soumises à l'activité des hormones du cycle. Typiquement, ça peut se développer entre la paroi vaginale et le côlon. C'est ce qui va occasionner souvent des douleurs pendant les rapports. Ça peut aussi occasionner de gros troubles digestifs. Ça peut également se développer, par exemple, au niveau du péritoine. Là, c'est assez large, on parle vraiment du tissu qui tapisse l'abdomen et chaque organe dans la cage thoracique. Ça peut se développer sur les nerfs et dans ce cas, ça va occasionner des douleurs très fortes. Et puis dans certains cas, ça peut aussi se développer sur les ovaires, ça peut notamment former des kystes un peu spéciaux qu'on appelle les endométriomes et qui sont différents des kystes fonctionnels qui se résorbent tout seuls, puisque les endométriomes, eux, ne se résorbent pas. Et puis enfin, ça peut aller se développer sur les trompes, voire dans la trompe. Et c'est justement en fonction de là où se localisent finalement ces lésions, cet endomètre qui se répand, qui peut même aller se répandre sur le diaphragme, sur la peau, sur les épaules. Sur la peau, ça saigne véritablement pendant les règles, c'est assez impressionnant. Heureusement, c'est plutôt rare, mais en tout cas, en fonction de là où ça se localise, ça va pas avoir le même impact sur la fertilité. Évidemment, quelques cellules qui se développeraient bien malencontreusement sur la peau, c'est pas ça qui devrait poser un problème. Par contre, là où ça va être un peu plus risqué pour ta fertilité, c'est si l'endomètre se développe au niveau des kystes et au niveau des trompes. Pourquoi? Parce que bien sûr, ça peut boucher la trompe, c'est-à-dire qu'une fois que l'ovulation sera passée, le petit embryon fécondé ne pourra pas aller se mettre dans la trompe, ne pourra pas aller ensuite nidifier dans l'utérus. Ça peut être aussi un problème si les ovaires sont touchés, puisque du coup on peut avoir des troubles de l'ovulation, on peut même avoir une aménorrhée du fait que l'ovaire est saturé au niveau de ses récepteurs et que de ce fait il ne peut plus dialoguer avec le cerveau. D'après les chiffres que j'ai trouvés sur le site de EndoFrance, la plus grosse association de lutte et de sensibilisation à l'endométriose, 40% des femmes atteintes de la pathologie seront confrontées à des troubles de la fertilité. C'est quand même beaucoup, et ça veut quand même dire qu'il y a 60% des femmes qui ne seront pas concernées. Attention, pour le savoir, il y a des choses à mettre en place, des choses à demander aux médecins.
Typiquement, quand vous avez reçu votre diagnostic de l'endométriose, en général, on vous a proposé soit une cœlioscopie, soit le plus souvent de nos jours, une IRM qui a normalement déjà montré où évoluaient les lésions. Mais attention, il y a aussi des témoignages de femmes qui expliquent qu'à l'IRM, il n'y avait pas grand-chose et qu'une fois qu'elles ont insisté pour avoir la cœlioscopie, donc la cœlioscopie, c'est une petite opération où on rentre autour du nombril avec une petite caméra. C'est normalement une opération qui ne se pratique plus aujourd'hui parce qu'on sait qu'elle peut faire proliférer davantage l'endométriose. Mais en tout cas, il y a quelques femmes qui insistent pour avoir cette opération-là et qui, en fait, à ce moment-là, révèlent les lésions d'endométriose qui n'étaient pas visibles sur l'IRM. Par rapport à la fertilité, généralement, ce qu'on va vous proposer, c'est un bilan de fertilité qui va consister en une hystérosalpingographie, c'est-à-dire une radio des ovaires et surtout des trompes où on va venir injecter en fait un produit iodé, un produit de contraste en voie interne, et puis la personne qui va se charger de l'échographie va pouvoir voir s'il y a de la porosité au niveau des trompes, si les trompes sont bouchées. Si elles ne le sont pas, a priori vous avez de bonnes chances de pouvoir poursuivre votre vie fertile. Il y a quand même une dernière chose que généralement vous avez déjà en votre possession à ce stade du diagnostic, une troisième chose qui peut s'avérer intéressante, c'est le résultat de votre prise de sang hormonale, qui elle va pouvoir montrer en fonction de ce que le médecin vous a prescrit comme prise de sang, un certain nombre de choses assez intéressantes. Par exemple, sur cette prise de sang, vous pouvez obtenir le taux de bêta-estradiol en généralement début de cycle, c'est-à-dire au 2e, 3e jour des règles. Alors, faut pas oublier qu'une prise de sang, c'est une photo à l'instant T. Moi, je dis souvent, si vous partez en vacances dans plein d'endroits, vous allez à la plage, vous allez dans les musées, vous allez dans les bars, vous allez en boîte de nuit, vous allez au restaurant, vous allez... peu importe. Vous prenez une seule photo de toutes ces vacances, c'est à la plage. Ça ne veut pas dire que vous avez passé vos vacances à la plage. Une prise de sang, en quelque sorte, c'est la même chose. Mais néanmoins, ça peut nous aider à donner une idée de ce qu'il se passe au niveau de la fertilité, au niveau de l'équilibre hormonal de façon générale. Donc ici, ce qui peut nous intéresser, c'est notamment le rapport entre la FSH, l'hormone folliculostimulante, et l'hormone bêta-estradiol, l'œstrogène. Parce que effectivement, le simple fait qu'il y ait des règles assez régulières, avec un bon ratio entre la FSH et le bêta-estradiol, peut tout simplement montrer que les ovaires fonctionnent bien, ni trop peu, ni trop, tout simplement. Attention, ce n'est pas les symptômes de l'endométriose qui vont définir les risques vis-à-vis de la fertilité. Je trouve vraiment ces 10 dernières années, on est quand même un peu plus nous sensibilisés en tant que femmes sur l'endométriose, justement grâce à des travaux comme l'association Endo-France, grâce aux réseaux sociaux, grâce, je pense, à tout un tas de comptes sur Instagram, sur YouTube, et ça, heureusement, c'est chouette, on peut beaucoup plus en parler et on peut aussi avoir plus la puce à l'oreille en cas de douleur. Mais toutes les douleurs ne sont pas de l'endométriose et toutes les endométrioses ne sont pas douloureuses. C'est notamment ce qui est arrivé à une de mes amies il y a une dizaine d'années quand elle était dans une période où elle voulait un enfant. Il faut savoir que cette amie, elle a eu 2 opérations pour utérus cloisonné qui auraient été mis en suspicion dans le fait qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Alors un utérus cloisonné, c'est quand il y a une membrane qui se forme au milieu de l'utérus. Et en fait, c'est pendant l'opération pour la cloison de l'utérus qu'on lui a trouvé un peu d'endométriose. Et au final, elle a jamais eu le fin mot de cette histoire, puisque l'utérus cloisonné a priori ne serait pas toujours une cause d'infertilité, et l'endométriose non plus. Et ce qu'il est intéressant en fait dans cette anecdote, c'est de savoir que mon amie n'avait aucun trouble menstruel, aucune douleur. Petite tension au moment de l'ovulation comme on peut toutes avoir, c'est au moment finalement où le follicule se rompt, ça occasionne une tension au niveau de l'ovaire, mais ça c'est pas nécessairement lié à l'endométriose, ça peut arriver à des femmes qui n'ont absolument pas d'endométriose. Donc encore une fois, le symptôme n'est pas en corrélation avec le niveau de fertilité. En plus de travailler sur les axes habituels de soutien à la fertilité par une bonne alimentation, une gestion du stress, un bon repos, il va falloir jouer sur 3 tableaux spécifiques à l'endométriose, c'est-à-dire l'équilibre hormonal, l'inflammation chronique et la congestion pelvienne. Pour ça, on va pouvoir travailler également sur plusieurs plans. La première chose qu'on peut faire, c'est la détox hormonale. Ça, j'en ai amplement parlé dans un article de blog que tu peux retrouver en lien en description de la vidéo. Mais bien sûr, au quotidien, ton alimentation va pouvoir être adaptée dans le soutien de l'élimination des oestrogènes en excès, ainsi que dans le soutien de la sécrétion de la progestérone qui est généralement manquante. Ça va passer bien sûr par un équilibre au niveau nutritionnel, mais aussi par un soutien des émonctoires, c'est-à-dire les portes de sortie du corps, notamment du foie et des intestins qui sont primordiaux dans l'équilibre hormonal. Tu retrouveras tout ce qu'il faut savoir sur l'alimentation de l'endométriose spécifique à la fertilité dans l'article en lien également en description de cette vidéo. J'ai été un peu plus exhaustive et ce sera un peu plus simple pour toi de retrouver mes notes.
En soutien, tu peux également faire appel à la phytothérapie et aux compléments nutritionnels. Ça va s'avérer quasiment indispensable dans toutes les pathologies, tous les troubles menstruels de toute façon au sens large, puisqu'en fait on a juste un mode de vie, pas seulement toi et moi, on a tout un mode de vie qui est particulièrement stressant, on est toutes, même si on fait très attention, même si on a une bonne alimentation, même si on choisit que des matières bio, brutes, pour le cosmétique, pour l'entretien de la maison, on est toutes, absolument toutes, concernées par l'exposition aux perturbateurs endocriniens et autres polluants qui se stockent dans nos matières grasses. Au niveau des compléments alimentaires, bien sûr, l'idéal, ça reste, et là je prêche pour ma paroisse, de voir une naturopathe qui connaît très très bien les problématiques hormonales, qui va pouvoir te proposer quelque chose d'adapté pour toi. Parce que même si l'endométriose c'est une pathologie, un syndrome, quelque chose d'assez défini, il y a quand même le fait que toutes les femmes ne développent pas de l'endométriose pour les mêmes raisons, toutes n'ont pas les mêmes facteurs aggravants. De fait, avoir une consultation, un suivi avec une naturopathe, ça va permettre de recevoir un protocole complètement personnalisé pour toi et de pas avoir à dépenser 500 € ou même ne serait-ce que 200 € en complément alimentaire qui en fait t'en as pas forcément besoin de cela en particulier. En fait tu pourrais juste focaliser ton budget sur des compléments qui sont essentiels pour toi, qui vont vraiment t'aider, qui vont vraiment pallier aux contraintes du quotidien qu'on a absolument quasiment toutes. Il existe aussi des complexes, des compléments alimentaires qui sont pensés pour l'endométriose. Attention, ils ne se valent pas tous en termes de qualité. Si j'en avais un seul à te recommander, ce serait Endoménate du laboratoire Copmed, que tu vas retrouver en lien en description de la vidéo, ainsi que dans l'article. Dans ce complexe, tu vas trouver notamment du gatilier, qui est une plante progestérone-like. Ça veut dire quoi? Elle va t'aider à s'opposer aux œstrogènes en excès et elle va soutenir la production de progestérone. Attention, le gatilier, c'est quand même une plante qui agit sur l'hypophyse, et elle peut ne pas convenir à tout le monde, alors au moindre doute, demande à ton médecin. Et enfin, le dernier tableau sur lequel je t'ai proposé de travailler, c'est la congestion pelvienne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La congestion pelvienne, moi je dis souvent, c'est comme si ton utérus avait les jambes lourdes. Quand on a les jambes lourdes, alors certaines femmes ne connaissent jamais ce problème, comme quoi il n'y a pas de justice dans la vie. Pour d'autres, on va avoir les jambes lourdes un petit peu en été et certaines vont l'avoir tout au long de l'année. Quand on a les jambes lourdes, c'est souvent lié à une mauvaise circulation sanguine, voire même une mauvaise circulation lymphatique. Qu'est-ce qui se passe? Le sang n'arrive pas à remonter jusqu'au cœur, ça crée un reflux et une dilatation des vaisseaux. Et par là même, ça peut occasionner des douleurs. Et ben, il va se passer la même chose dans le petit bassin. Le sang ne va pas bien circuler, on peut avoir des vaisseaux qui se dilatent jusqu'à même avoir ce qu'on appelle des varices pelviennes. Ça arrive aussi pendant la grossesse, pendant certains accouchements, quand il y a beaucoup de travail. Et puis, dans l'endométriose, il y a presque toujours une congestion pelvienne. Donc une mauvaise circulation sanguine qui va occasionner des douleurs, mais qui va aussi occasionner une inflammation des ligaments, qui va entraîner plus d'inflammation au niveau local, donc plus de risques que l'endométriose se répande. Et pour finir, un mauvais nettoyage au niveau lymphatique. Pour la congestion pelvienne, bien sûr, il y a aussi des plantes qu'on peut prendre. Moi je recommande souvent le phytoconcentré circulation sanguine, je crois il s'appelle, chez Herboristerie de Paris. Pareil, encore une fois je mets le lien dans la description avec un code promo dont tu pourras bénéficier si tu veux commander sur leur site à eux. Sinon il y a aussi le simple fait de pratiquer certains exercices en particulier. Le yoga de la femme notamment va t'aider à mobiliser le bassin, à le faire bouger, à le redynamiser et finalement à refaire circuler tout ça. Il y a aussi des choses toutes simples qu'on peut faire, comme par exemple s'acheter une fitball pour s'asseoir dessus devant le bureau. Alors si on a la chance de pouvoir le faire au travail, c'est cool, mais ne serait-ce qu'à la maison de s'asseoir sur la plus grande des fitballs, ça coûte genre 6 € à Decathlon, pour ne pas leur faire de pub. Là pour le coup j'ai pas de code promo chez Decathlon, mais en tout cas ça c'est quelque chose, on va pouvoir faire des petits mouvements de bassin dessus, on va pouvoir le mobiliser, le remettre en mouvement. Surtout faites bien attention à décroiser les jambes, et si vous êtes dans un métier où vous piétinez, par exemple, typiquement les infirmières, ça j'en ai quand même pas mal en consultation, elles ont presque tout le problème, n'hésitez pas à demander des bas de contention au médecin. Je sais que quand on est jeune, ça pique un peu de se dire je vais devoir mettre des bas de contention, mais en fait ça vaut vraiment le coup. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un j'aime et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ça m'aide beaucoup si tu fais tout ça, donc vraiment merci infiniment, je te dis à très bientôt.